Donc bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va faire Pouvez trois vous petites asseoir un peu. interventions. Donc une, personnellement, sur la généralité des couverts, l'action des couverts et pourquoi les couverts. Et puis après, Stéphanie et Jean-Philippe interviendront sur des thématiques sur lesquelles ils ont travaillé pendant 2-3 ans déjà depuis. Alors, d'où provient la lixiviation des nitrates? Et on sait que cette lixiviation des nitrates, c'est essentiellement l'hiver. Il peut y en avoir un petit peu au printemps, mais c'est essentiellement l'hiver. Eh bien, il vient de trois principaux facteurs, hein. D'abord, la minéralisation du sol pendant toute cette période où la plante n'absorbe plus, c'est-à-dire la période automnale, hein, puisque toutes les cultures, finalement, c'est l'absorption de printemps, éventuellement d'été, hein, voire d'hiver, hein. Mais donc, pendant toute cet automne, le sol minéralise. Et s'il n'y a pas une culture pour absorber cet azote qui est minéralisé, eh bien, elle va être lixiviée par les pluies. Et chez nous, les pluies d'automne, on appelle ça l'effet chasse d'eau, qui veut tout dire, hein. Eh bien, cet azote qui est produit l'hiver ou l'automne plutôt, et non absorbé par une culture, va avoir un effet chasse d'eau et va se retrouver effectivement dans les nappes et dans les rivières. Donc, premier facteur effectivement qui explique la lixiviation de l'azote, c'est cette minéralisation d'automne. Ouais, je suis trop près, trop près. Cette minéralisation d'automne qui n'est pas absorbée par une culture. Après, deuxième source de minéralisation, enfin pas de minéralisation, de présence d'azote, hein, et de lixiviation, c'est ce reliquat dit incompressible. On sait très bien que si on veut faire une culture, on va finir toujours cette culture non pas avec zéro azote, parce que si on finit avec zéro azote dans le sol, l'agriculteur dira qu'il a aussi zéro production. Tu as toujours un reliquat incompressible à la fin de la culture. Bon, forfaitairement, c'est pour les grandes cultures de l'ordre de 30 unités. Et c'est vrai que ces 30 unités présents, par exemple, après un maïs, eh bien, 30 unités, si effectivement la pluie arrive, eh bien, les 30 unités vont partir aussi donc dans les nappes phréatiques. Et puis, dernier facteur, et Daniel en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, c'est au cas où il y a un excès de fertilisation, effectivement, cet excès de fertilisation, principalement sur le maïs, va se retrouver effectivement à l'automne et partir donc avec l'effet de chasse d'eau de tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on a des automnes chauds et humides, c'est que la minéralisation de sol dépend de la chaleur et de la température. Et donc, si on a des automnes chauds et humides, je vous garantis qu'effectivement, il y aura beaucoup plus de lixiviation de l'azote que si on a des automnes froids et secs. Ça, c'est une réalité agronomique, une variabilité interannuelle. Plus il y a des effets de flush, hein, avec un sol chaud plus un orage, on peut avoir des pics de minéralisation qu'on a un peu du mal à modéliser et à contrôler. Eh bien ça, comment on fait? Là, je n'ai pas de réponse. Et puis bien sûr, dernier point, plus la lame drainante existe, plus donc l'effet chasse d'eau est important, plus il y aura de lixiviation de l'azote. C'est pour ça qu'on a globalement entre l'est et l'ouest de la Bretagne des risques plus importants dans le Finistère que certains coins du bassin de Rennes par exemple, où certaines années il peut y avoir une lixiviation qui n'entraîne pas tout l'azote du profil et on peut retrouver au fond du profil une partie de l'azote qui pourrait être captée par des cultures comme une céréale par exemple. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ces sipans, donc ces cultures qui vont pomper l'azote fin d'été-automne, ont un rôle essentiel, vu la première diapositive, hein, ont un rôle essentiel, hein. Parce que bien évidemment, tout ce qui sera pompé par la culture sera sous forme organique et donc ne sera pas lixivié. Et donc c'est une évidence agronomique, mais il faut rappeler des fois les évidences, hein. Et donc bien évidemment, plus une plante va se développer, eh bien plus elle aura pompé de l'azote, donc il y aura moins d'azote lixivié. Et donc un des critères tout bête pour voir si cette année on est efficace en termes de pompe à azote, c'est regarder tout bêtement le développement de la culture, qui peut être soit une culture effectivement, soit un sipan, mais plus cette culture sera développée à l'automne qu'on va arriver les plus lixiviantes, et bien plus on sait qu'on aura piégé de l'azote, et donc on aura fait des économies en termes de perte d'azote et de lixiviation bien évidemment. Mais deuxième facteur, les couverts mobilisent aussi de l'eau, hein, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et qui dit couvert dit baisser la lame drainante. Alors encore une fois, dans le Finistère, on a des lames drainantes de l'ordre de 400 mm en moyenne. C'est vrai que de l'enlever 50-80 unités, ça joue peut-être pas beaucoup, hein, sur la lixiviation totale. Mais par contre, dès qu'on arrive vers l'est de la Bretagne, où on a des lames drainantes plus faibles, hein, certaines années on peut tomber sur des 100-120 mm de lames drainantes, et bien effectivement, là d'enlever par exemple 80 mm d'évapotranspiration
peut effectivement limiter la lixiviation de l'azote. Donc vous voyez, le rôle du couvert, c'est bien sûr de pomper de l'azote, mais aussi de l'eau. Et donc là, avec ce schéma-là, vous avez l'effet du SIPAN qui vous pompe le reliquat d'azote au fur et à mesure de la croissance. Et par contre, dès qu'on a détruit, et on va en voir tout à l'heure les effets, dès qu'on a détruit effectivement le couvert, et on a de nouveau une reminéralisation, d'où l'importance de cette date de destruction du couvert. Alors, par contre, question, on a vu tout à l'heure, plus le couvert se développe, plus on piège de l'azote. Comment faire pour avoir des couverts qui se développent le plus? Eh bien, on sait que le développement du couvert, comme toute culture, est lié à la somme de température si l'eau n'est pas le facteur limitant. Plus une culture reçoit une somme de température, plus va se développer. Ça, il y a une corrélation qui est claire. Et je reprends les données de Stéphanie là, sur lesquelles elle a travaillé. Une corrélation entre les sommes de température et les tonnes de matière sèche. On voit qu'il y a une corrélation qui n'est pas évidente parce que c'est sur plusieurs sites, d'autres facteurs qui jouent, mais on voit qu'on a quand même une corrélation entre somme de température et développement du couvert. Et puis, il y a un deuxième travail que j'ai piqué aussi à Daniel, sur effectivement l'impact, la date du semis sur le développement du couvert. On voit que quand on sème un couvert, aux alentours du 15 août, là, c'est plutôt dans le Finistère. Donc, on a en moyenne, à piéger, on peut piéger jusqu'à 90 unités. Si on sème ce même couvert au 15 novembre, quasiment, c'est zéro. Puisque 15 novembre, globalement, la lixiviation a commencé. Et donc, l'effet sur la lixiviation sera quasiment nul, quoi. Donc, il faut essayer de semer le plus tôt possible, développer le couvert le plus possible et le détruire le plus tard possible. Donc, si possible, avant la lixiviation, après la lixiviation, bien sûr, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, donc, la question, c'est maintenant quelle est la place possible de ce SIPAN dans la rotation. Donc, première chose que je pense qu'ici tout le monde connaît, c'est semer un RGA dans le maïs. Alors, on sait très bien que semer le RGA dans le maïs, ça ne va pas impacter, il n'y a pas de différence en termes de piégeage de l'azote par rapport à un couvert qui serait semé le jour de récolte du maïs. Ça, on le sait. Maintenant, la pratique des agriculteurs, c'est quand ils sont en chantier de récolte, ils ne vont pas aussi semer leur couvert, ils vont attendre des fois une semaine ou 2 semaines, parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça, c'est 1 semaine, 2 semaines, vont jouer sur plusieurs kilos d'azote piégés ou non piégés par le couvert. Donc là, il y a effectivement une technique qui est, que nous, depuis une dizaine d'années, on propose de développer, qui est le semis du RGA au stade 5-6 feuilles dans le maïs. Bon, mais celle-là, elle est connue. Deuxième point qui a été travaillé dans le dossier très basse fuite d'azote, c'est semer, décaler les céréales. Je vous ai parlé tout à l'heure, l'idéal, ce serait d'avoir pendant toute la période de lixiviation un couvert en pleine activité. Si on casse ce couvert pour mettre une céréale, on sait que la céréale, elle va quasiment rien pomper l'automne, elle va commencer à pomper, on va dire maintenant, pour simplifier, et donc il y aura des pertes d'azote. Et donc on s'est posé la question dans le cadre du dossier de recherche, donc c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas semer une céréale beaucoup plus tard et maintenir un couvert pendant toute cette période de lixiviation? Alors la réponse, effectivement, après 4 années de recherche, c'est de dire, oui, on peut le faire techniquement, on va gagner une cinquantaine d'unités d'azote, mais avec un impact économique extrêmement fort pour les agriculteurs, et ce qui fait que cette mesure, même si elle était très intéressante dans l'esprit, en fait, n'est pas économiquement applicable, quoi. Alors, après, autre question qu'on s'était posée dans le cadre du dossier très basse fuite d'azote, c'est semer un maïs avec un indice qu'on appelle un indice, c'est-à-dire une précocité beaucoup plus rapide. L'idée étant dès que le maïs est récolté, plus tôt, on va semer un couvert et donc essayer de gratter quelques jours, semaines, pour avoir un couvert qui se développe, quitte à valoriser le couvert. Alors on s'est rendu compte que pour le maïs grain, ça n'avait pas d'impact parce que de toutes les façons, on était trop tardif, vu les dates de récolte du maïs grain. Et sur le maïs en silage, alors c'est plus complexe. Donc effectivement, le couvert arrive à produire quelque chose, mais là encore, au niveau économique, on est un petit peu à la limite entre un intérêt environnemental et un intérêt économique. On peut effectivement récupérer une partie de la matière sèche et de l'azote perdue parce que bien sûr, un maïs à faible indice a un rendement plus faible. Donc on va récupérer une partie de ce rendement par le couvert, mais on voit que ça a un coût quand même économique plus important que si on faisait un maïs classique avec un rendement maximisé. Et puis, autre dossier sur lequel on a travaillé, c'est semer un couvert dans une céréale. En particulier, les bio font beaucoup de semis de trèfle là en mars.
Et nous, on l'a essayé en agriculture conventionnelle et on a eu des résultats un petit peu décevants. On pense qu'il y a deux facteurs qui jouent, l'effet désherbant, hein, parce que effectivement les agriculteurs désherbent et il doit y avoir un effet sur le couvert dans le cadre d'un désherbage, ce que n'ont pas nos amis bio, et un effet aussi peut-être densité, hein, puisqu'en bio on est sur des densités quand même beaucoup plus faibles d'épis au mètre carré que pour les agricultures traditionnelles, et donc ça joue sur effectivement l'efficience de ce couvert-là.